Bonjour et allô à toutes et à tous. Ici Berlin. Et ici, à Berlin, l'ambiance monte chaque jour davantage. Les matchs de football s'enchaînent et on retrouve les grandes joies collectives des années Merkel. En France, la situation politique complique la donne. Mais le parcours de la flamme olympique en région réveille aussi une forme de ferveur. On a envie de croire à un bel été de sport franco-allemand. En Allemagne, après un hiver et un printemps morose, il y a comme une nouvelle légèreté, mais sous le vernis noir, rouge et or, les questions persistent sur la sécurité, la résilience des infrastructures, l'image renvoyée par le pays vers l'extérieur. En France, les critiques autour des Jeux olympiques et paralympiques sont nombreuses et elles ont peut-être contribué au malaise politique. Le sport peut-il souder les peuples ? Est-il bon pour la santé de nos sociétés ? Bienvenue dans un épisode double. Voici la version française. Comme vous en avez l'habitude, c'est la marque de fabrique du podcast, expliquer en français ce qui fait l'Allemagne d'aujourd'hui. Mais, pour la première fois, sachez que l'épisode est aussi disponible en allemand grâce à une coopération avec la fondation Konrad Adenauer. Alors techniquement, c'était un petit défi, mais puisqu'on va parler de sport, on ne va pas reculer devant la performance. Mais d'abord, levons le rideau. À Paris et à Berlin, ça fait maintenant des mois qu'on communique sur ce double événement sportif de l'été baptisé l'été du sport franco-allemand. L'Euro de football organisé par l'Allemagne d'un côté, on est en plein milieu de la compétition, et puis de l'autre côté, les JO de Paris dans un mois maintenant. Pas question ici de faire du commentaire sportif, on va laisser ça aux spécialistes. En revanche, il y a des choses à raconter, à analyser, à comparer entre la France et l'Allemagne au niveau de la politique et de la société. Et là, je sais que j'ai aujourd'hui au micro deux bons experts. Bonjour Albrecht Sonntag. Bonjour. Sociologue, professeur à l'école de management à Angers, spécialiste des dimensions socio-culturelles et politiques du sport. Je cite juste ton dernier ouvrage, le guide de voyage de l'Euro 2024, une plongée dans la culture du football allemand, qui vient de paraître et qui est téléchargeable gratuitement. Je vais mettre le lien dans les descriptions du podcast. Et puis pour le DFI, j'accueille une nouvelle voix. Aujourd'hui, c'est le chercheur Baptiste Bouchet. Allô Baptiste. Bonjour. Première question pour toi Baptiste. Quand on parle de l'Euro de football, des JO, on associe souvent ça avec des choses très positives. L'un des poncifs utilisés par la presse, c'est de parler de la grande fête du sport. Est-ce que tu trouves que ça colle à l'ambiance qu'il y a en ce moment ici en Allemagne ? Franchement, moi je dois dire qu'à Berlin, il se passe quelque chose. On sent qu'il y a dans l'air une vraie envie de faire la fête. Comment est-ce que tu vois tout ça, toi, qui es dans le sud-ouest de l'Allemagne, du côté de Ludwigsburg ? Pour chez nous, on a pu remarquer qu'il y avait un enthousiasme croissant depuis le début de l'Euro. Donc avant l'Euro, on était sur un enthousiasme un peu mesuré, on ne voyait pas trop qu'il allait avoir l'Euro chez nous, honnêtement, et assez peu de publicité, c'était assez peu visible. Et même le premier match à la fan zone à Stuttgart, qui était quand même de 30 000 places, c'était pas très rempli, c'était pas la folie on va dire, mais par contre, après la première victoire, on a pu voir au deuxième match une fan zone entièrement remplie, d'autant plus que l'Allemagne jouait à Stuttgart ce jour-là. Et même en dehors de la fan zone, c'était exceptionnellement rempli. Stuttgart était plein et on sent qu'il y a un engouement qui grandit et que c'est vraiment une fête populaire à laquelle on ne se serait pas forcément attendu avant le début du tournoi. En 2006, quand l'Allemagne avait accueilli la Coupe du Monde de football, on avait parlé d'un Sommermärchen, un conte de fées. Albrecht Sonntag, est-ce que cette fois-ci, les conditions sont réunies à nouveau pour que cette compétition soit une nouvelle version de ce rêve de 2006 ? Parce qu'au fond, si on regarde bien, il y a quand même beaucoup de différences entre l'Allemagne d'aujourd'hui et celle de l'époque. Le football, il a sa magie propre qui fait que ces grands événements développent toujours une dynamique festive quasi irrépressible. Mais bien sûr, ce n'est plus la même Allemagne. Tu l'as dit, Hélène. En 2006, il y avait une configuration toute particulière. On était plutôt à l'aise avec nous-mêmes. On était entouré pour la première fois de notre histoire de 9 voisins, tous amis. On était contents de nous d'avoir élu une femme à la tête du gouvernement pour la première fois de notre histoire. Et on était très avide à corriger une gamme de stéréotypes négatifs qui nous accompagnaient depuis un bon moment. Ce conte de fées de l'été 2006, il a bien réussi à faire ça. Il a aussi été gâté par beaucoup de soleil, beaucoup de bière, beaucoup de bonne humeur partout. C'était effectivement une grande fête. Cette année, c'est différent. On est dans un pays plus fragmenté, plus angoissé, plus inquiet
par rapport à son avenir, qui se pose beaucoup de questions et qui en plus est en train maintenant de démolir aussi les stéréotypes positifs qu'il y avait, comme ponctualité, discipline, efficacité, etc. Mais effectivement, c'est pas la même chose. Cela dit, la magie semble un peu opérer. À Berlin, à Munich par exemple, on a dû agrandir les fan zones. Il y avait vraiment trop de monde et on retrouve toutes ces belles scènes d'accueil entre la population allemande et les supporters qu'on avait vus il y a 18 ans. Les Allemands ont envie de s'amuser et d'en profiter, semble-t-il. La magie opère parce qu'il y a des bons résultats sportifs aussi et que les gens avaient assez peu d'attentes. Si on revient un petit peu en arrière sur les dernières compétitions internationales de l'Allemagne, c'est jamais très reluisant, c'est parfois un peu catastrophique aussi. Il y a cet engouement parce que l'Allemagne joue bien. Quand on a assez peu d'attentes, on ne peut pas forcément être déçu. Et quand on joue bien, avec des très bons joueurs, forcément, ça va beaucoup mieux, c'est beaucoup plus simple. Et en France, qu'en est-il, Albrecht? Est-ce qu'on va avoir quand même un petit peu d'enthousiasme et de passion collective autour de ces JO? Le passage de la flamme olympique dans les différentes régions françaises fait quand même bien venir les foules. L'arrivée à Marseille du bateau qui la transportait a été un beau succès populaire. Alors, je dois avouer que je reste relativement sceptique à la capacité du pays à vraiment se réjouir en ce moment. Évidemment, le passage de la flamme olympique, c'est une réussite. Hein. C'est une façon de décentrer les JO de Paris, de prendre toute la France à bord. C'est un événement festif qui est approprié sur le plan local et accueilli avec enthousiasme, je dirais. Aussi, sans doute, en raison de son caractère d'unicité, on a l'impression que c'est une fois dans la vie que ça peut nous arriver que la flamme olympique passe par Angers ou Pécon-les-Granites ou Beaucouzé, etc. Ceci dit, la simultanéité avec une campagne électorale hautement polarisée, ça n'aide pas vraiment à faire un sentiment de cohésion dans la joie. Et la flamme d'ailleurs a fait un petit détour par l'Allemagne il y a quelques jours, portée par des collégiens alsaciens qui ont passé le Rhin avec leurs copains allemands de l'autre côté de la frontière. Alors on parlait là à l'instant des législatives anticipées, évidemment. Quel que soit le résultat, le 7 juillet au soir, on se dit quand même qu'on sera à 20 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques et que ça sera quand même une France bien sonnée qui va accueillir les athlètes et les visiteurs du monde entier. Est-ce qu'on va réussir à se réconcilier ou au moins à mettre un peu de côté les batailles politiques? À quoi faut-il s'attendre en fonction des résultats de ces élections, en fonction de la nomination d'un Premier ministre, d'une Première ministre qui peut susciter des réactions très hostiles dans une part de la société? Est-ce qu'en France, on va assister à une situation à l'américaine ou à la brésilienne où une partie de la population conteste les résultats, ne veut pas les accepter, hein, cette acceptation du perdant aussi qui est une norme importante d'une démocratie fonctionnelle. Est-ce qu'elle est en danger? Il y a quand même beaucoup de points d'interrogation actuellement et on ne peut être qu'inquiet et soucieux par rapport à ces journées et semaines qui suivent directement les élections législatives. Cela dit, Baptiste le disait tout à l'heure, le scepticisme autour de l'Euro de foot, il était très très fort ici avant la compétition. Il y a eu un certain nombre de polémiques, mais elles ont vraiment presque complètement disparu au moment du coup d'envoi du tournoi. Est-ce qu'on peut avoir, on ne sait jamais, la même chose en France? Il y a quand même une très grande différence que je note, c'est l'investissement politique autour de l'événement. Berlin, la coalition de Olaf Scholz s'est tenue bien plus à l'écart de l'organisation de cet Euro de foot que ne l'a fait l'Élysée pour ses JO à Paris. Oui, tout à fait. Je trouve en effet qu'il y a beaucoup moins d'attentes politiques. Il y a eu aussi beaucoup moins d'annonces, je pense. C'est aussi là qu'il peut y avoir une différence. Et qu'en France, on a eu, pour l'organisation des Jeux Olympiques, des grandes annonces, notamment l'idée de nager dans la Seine, de faire des épreuves dans la Seine, qui est un défi technique, mais également politique, parce qu'on en parle depuis les années 80 de nager dans la Seine. Et en Allemagne, d'une certaine manière, les infrastructures étaient déjà là, les stades étaient déjà là. Et comme dit, il n'y a pas beaucoup d'attentes sportives, assez peu d'attentes politiques. Il y a, je pense, suffisamment d'autres sujets que l'euro pour notre classe politique en ce moment. Si je peux mettre un petit bémol, Baptiste, si ça t'embête pas, je dirais quand même que l'un des principaux organisateurs, Philippe Blum, a
quand même publié à plusieurs reprises des articles dans la presse européenne où il a mis très en avant le fait que ça se déroule dans une démocratie, contrairement au Qatar et à la Russie, pour nommer que les 2 dernières Coupes du Monde. Et je pense que là aussi, on a cédé un tout petit peu, dans une moindre mesure, je te le concède volontiers, on a cédé à la tentation de surinvestir de manière symbolique un événement qui est d'abord sportif et qui ne va pas dire grand-chose sur le fonctionnement de la démocratie allemande. Faire le lien entre le sport et la démocratie, ça montre surtout que la démocratie est dans une crise et a besoin de tous les soutiens qu'elle peut grappiller à droite et à gauche. Et si le sport peut être un facteur positif pour la cohésion nationale, pour ne citer qu'elle, c'est déjà bon à prendre. Oui, on a traversé ici, on en a souvent parlé dans le podcast, une longue période de doute depuis l'automne dernier. Il y a une forme de morosité générale. Il faut quand même se souvenir de ces mois de tractations et de discussions pour la moindre livraison d'armes à l'Ukraine, les pompes à chaleur, etc., etc. Il y a eu aussi des incertitudes sur la sécurité du pays, la résilience des infrastructures. Et il y a encore quelques semaines, l'Allemagne se demandait tout simplement si elle était capable d'organiser cette compétition comme il se doit. Alors il y a eu quand même des articles critiques, notamment dans la presse anglo-saxonne, qui pointaient les problèmes de train et de transport public. Finalement, ça, ce sont les gens qui ne connaissent pas l'Allemagne contemporaine, parce que moi, ce que j'ai envie de souligner, c'est que jusqu'à présent, tout se passe très bien. On a eu, certes, des problèmes avec des supporters qui avaient un petit peu trop bu de bière. On a eu des péripéties avec des orages, mais ce qu'on redoutait, c'était des menaces d'attentats, des vrais gros problèmes de sécurité. Et de ce côté-là, tout se déroule parfaitement. Les forces de l'ordre allemandes ont reçu le renfort de 350 policières et policiers européens. Et sur le terrain, on a aussi déployé l'unité opérationnelle franco-allemande, une équipe binationale créée par le traité d'Aix-la-Chapelle. Et vous allez l'entendre, la coopération est déjà très bien rodée. Reportage David Philippot. C'est une patrouille dans la gare de Düsseldorf, quelques heures avant le match France-Autriche. Les uniformes sont bleu marine, mais on distingue un calot de gendarme et un écusson français sur la tenue de Bertrand Loubette, capitaine de gendarmerie, chef de détachement français de l'unité opérationnelle franco-allemande, qui est un partenariat entre la gendarmerie nationale et la police fédérale allemande. Alors ici, on est à la gare de Düsseldorf, où transitent énormément de touristes et de supporters français. L'idée, c'est d'être présent dès l'arrivée du train pour pouvoir matérialiser la présence de forces de l'ordre françaises, puisqu'on est dans notre tenue traditionnelle identifiable avec nos insignes françaises, de manière à pouvoir déjà répondre à leurs questions, parce que la plupart sortent du train, ils savent pas où ils vont, ils ont besoin d'un conseil. Et la première personne qui parle français, c'est un gendarme. Et puis, ça a évidemment un rôle ici dissuasif. Et d'autant plus que quand on donne des conseils et qu'on s'exprime en français et qu'on a un rôle bienveillant, les messages de sécurité et de prévention sont tout de suite plus faciles à faire passer. Son homologue allemand est à ses côtés, c'est le Hauptkommissar Andreas Persch. Pour nous, c'est normal, nous travaillons ensemble tout le temps, nous sommes une unité en permanence. L'UOFA est composée de 25 agents, 13 Allemands et 12 Français basés à Metz et Bad Bergsäbern en Rhénanie-Palatinat. Elle a réalisé une centaine d'opérations depuis sa création en 2019. Andreas Persch. Nous travaillons ensemble dans tous les cadres internationaux ou franco-allemands. Nous avons des missions sportives, des missions culturelles, mais aussi des contrôles à la frontière, bien sûr. Ce sont des policiers en civil des pays participants qui sont chargés de neutraliser les éventuels fauteurs de troubles. Le rôle des gendarmes est davantage d'accompagner les supporters au contact des forces de l'ordre allemandes, souvent citées en exemple pour leur tactique de dialogue, de désescalade. Il y a quelque chose qui est culturel chez les Allemands, c'est qu'ils ont l'habitude d'être encadrés, d'avoir un cordon de policiers qui les accueillent à la sortie du train ou à la sortie de l'aéroport, qui les guident, qui leur donnent de l'information. Les policiers allemands ont des dispositifs avec des véhicules Lautsprecher, avec énormément de haut-parleurs pour diffuser de l'information à la sortie des matchs, pour indiquer les directions à prendre pour gérer les flux de piétons qui sortent du stade. Les policiers allemands ont aussi des véhicules maintenant de nouvelle génération avec des écrans numériques qui permettent de baliser assez facilement un itinéraire.
alors que le public français va peut-être plus ne pas comprendre pourquoi il ne peut pas passer dans cette direction en étant confronté à un cordon de force de l'ordre. Il ne va pas forcément spontanément prendre ça de manière positive et plutôt avoir l'impression que c'est une contrainte qui s'impose à lui. Si la France va en finale de l'Euro le 14 juillet, les hommes et femmes de la brigade de l'UOFA auront 2 jours de repos avant le début de la prochaine mission, la sécurisation des Jeux Olympiques de Paris. Le sport fait-il nation? En tout cas, on vient de l'entendre, il peut offrir de beaux moments européens, mais si on reprend notre discussion, notre comparaison franco-allemande, peut-être maintenant, il faudrait mettre un coup de projecteur sur les sportives et les sportifs eux-mêmes, réceptacle des espoirs mais aussi des déceptions de la nation. Baptiste, juste avant la compétition, il y a eu ce sondage représentatif de la population allemande qui avait révélé que 21% des sondés voudraient voir plus de joueurs blancs dans l'équipe nationale allemande, qui compte 9 joueurs d'origine étrangère exactement. Et 17% des sondés trouvaient dommage que le capitaine soit d'origine turque. Que penses-tu de ce sondage ? À mon sens, les équipes sont là pour donner une image du pays et le traitement qu'on peut faire de ces équipes, justement, et des personnes de couleur dans une équipe, au sein même des religions, montre justement une image de la société, montre justement les différents problèmes d'intégration qu'on peut avoir dans une société. On peut remonter aussi aux polémiques avec le joueur Mesut Özil. Oui, ça c'était il y a une dizaine d'années, joueur germano-turc, champion du monde d'ailleurs avec la Mannschaft en 2014 au Brésil, et qui avait dénoncé le racisme dans le foot allemand avec cette phrase « Nous sommes allemands quand nous gagnons et immigrés quand nous perdons ». Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Du point de vue français, on a eu des critiques vis-à-vis de Karim Benzema, qui aussi est issu du Maghreb, qui est également musulman pratiquant. Donc à mon sens, le sport va montrer une image de la société. Les sportifs, à mon sens, doivent également prendre en charge des revendications pour montrer la diversité au sein des équipes. Et c'est ce qu'a fait par exemple le capitaine Ilkay Gundogan. Et c'est une diversité pas forcément bien intégrée par les populations. Je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord. Alors donc, je ne suis pas d'accord parce que je crois qu'on se trompe de chiffres. Qu'il y ait 17% de la population allemande qui ait un petit problème avec le fait que le capitaine de l'équipe nationale est des origines turques de par ses grands-parents qui ont émigré dans la Ruhr. Moi, je trouve ça rassurant. Je suis désolé. Qu'il y ait une petite partie de la population qui a du mal à vivre avec la diversité réelle et existante qu'on a en Allemagne et comme en France, je pense qu'une démocratie doit pouvoir vivre avec ça. Nous avons, il y a quelques années, fait une grande enquête sur le football européen avec d'autres chercheurs dans d'autres pays aussi, et on a posé, entre autres, aussi la question pour quel pays les joueurs issus de la migration devraient jouer, celui de leurs parents, celui de leur socialisation, où ils ont grandi, où ils ont été éduqués, etc. Et on a eu exactement les mêmes chiffres en France et en Allemagne. Il y avait 85% des gens qui étaient parfaitement à l'aise avec des joueurs d'origine turque ou malienne ou sénégalaise ou que voulez-vous. Le problème est acté en quelque sorte. Qu'il y ait un résidu de réticence dans une société démocratique, eh bien, c'est le pluralisme et une démocratie doit vivre avec ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater que maintenant que la compétition a commencé, finalement, les 2 joueurs favoris du public allemand, ce sont Jamal Musiala et Ilkay Gundogan. Donc pas vraiment des blancs, si on reprend les termes du sondage. Pour aller un petit peu plus loin, que les joueurs incarnent, portent une certaine réalité sociale, c'est une chose, mais est-ce qu'il faut aussi qu'ils se positionnent dans les débats politiques ? En Allemagne, le cas Özil, il y a quelques années, a montré que c'était très difficile. En effet, il y a eu, lors de la Coupe du Monde au Qatar, la question de est-ce que les joueurs doivent faire de la politique, doivent s'exprimer politiquement. Exactement, c'est aussi l'exemple que j'avais en tête. On se souvient de l'image de l'équipe d'Allemagne posant la main sur la bouche pour protester contre l'interdiction du brassard arc-en-ciel dans les stades. Et à mon sens, les sportifs restent des citoyens. À la mesure où ils sont des citoyens, ils doivent aussi s'exprimer. Ils ont une plateforme d'expression beaucoup plus large, étant donné qu'ils sont des sportifs professionnels, qui ont un public, etc. Mais ils doivent s'exprimer. Mais dans un sens, je trouve que le rôle du sportif est toujours un peu particulier dans la mesure où, certes, il a des thèmes qu'il connaît où il peut s'exprimer peut-être, mais est-ce qu'il doit s'exprimer sur tous les sujets ?
Une autre question, et pour revenir par exemple sur la France où Kylian Mbappé récemment s'est exprimé pour inciter à aller voter, il me semble qu'il a dit de voter contre les extrêmes, eh bien il y a eu aussi beaucoup de critiques sur le rôle politique du sport, qui est un rôle qui est un peu ambigu. Parfois on se demande si le sport doit être politique dans son expression à travers ses sportifs. Parfois on a l'impression qu'on refuse cette expression politique. Donc il y a une tension, je trouve, dans le sport vis-à-vis de la politique qui n'est pas encore bien articulée ou bien réfléchie. Les sportives et les sportifs doivent faire face, au fond, à des injonctions complètement contradictoires. On veut que ce soit de bons citoyens et en même temps, on veut qu'ils se concentrent sur les compétitions sportives plutôt que d'exprimer leurs opinions politiques. Ils doivent gérer, en somme, toutes les contradictions et les incohérences de la société. Alors, ils sont des réceptacles d'attente. Il y a une attente de représentativité qui est adressée à des ensembles, des collectifs comme des équipes nationales qui sont hautement représentatives et surchargées de symboles nationaux. Et ils sont par définition des influenceurs. Comment peut-on permettre à tous les influenceurs sur tous les réseaux sociaux de dire tout et n'importe quoi et ensuite contester le droit à un jeune homme qui sait très bien jouer au football de dire d'ailleurs je suis aussi un citoyen français et j'irai voter et j'aimerais bien que vous y alliez aussi. Moi je trouve ça tout à fait normal. Il est clair que nous sommes dans un espace médiatique qui est saturé de polémiques et où les acteurs principaux n'attendent que ça, de pouvoir accrocher une énième politique à un acte de parole qui, ma foi, est tout à fait anodin. Ça c'est clair. En France, rappelons-le, on a eu en 6 mois un débat sur la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, jugée trop franchouillarde, trop France des terroirs, et puis quelques mois plus tard, une querelle autour de la participation éventuelle de la chanteuse Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des JO, au motif là qu'elle ne serait pas assez représentative de la France. En Allemagne, on fait pas mieux. Je me rappelle juste les cris d'orfraie qui ont accompagné la présentation du maillot extérieur de la Mannschaft pour cet Euro, un maillot qui est rose et violet, pas assez typiquement allemand, ont dit certains. La fédération avait répliqué avec un petit clip vidéo. Wie findest du das neue Trikot? Typisch deutsch halt. Was ist typisch deutsch? Was typisch deutsch ist? Wenn man 2 Mannschaften im Turnier hat. Pünktlichkeit. Pünktlichkeit? Das ist ja wohl ein typisch deutsches Märchen. Mais... Puis au bout du compte, ce maillot, les gens l'adorent. Ici à Berlin, on le voit beaucoup dans les rues et j'imagine que c'est la même chose dans le sud, Baptiste. Alors oui, tout à fait, le maillot, je pense, a battu le record de maillots vendus, un maillot qui a été absolument adoré, qui est, je trouve personnellement très joli. Pour chez nous, j'en ai vu assez peu, mais je pense que ça a beaucoup à voir avec la campagne de marketing de Check24, qui a lancé la distribution gratuite de maillots de l'équipe d'Allemagne, donc des maillots non officiels. Et c'est souvent vraiment ces maillots qu'on voit beaucoup plus, tout simplement parce qu'ils sont gratuits, donc des maillots qui sont beaucoup plus portés parce que gratuits. Albrecht, quand on se penche sur les divisions des sociétés, on évoque souvent le clivage entre les villes et les campagnes. Je trouve d'ailleurs que c'est une grille de lecture qui est plutôt pertinente, par exemple, pour analyser les résultats électoraux. Est-ce que le sport peut être un remède à ce clivage ? Qu'en dit le sociologue que tu es ? Je vais donner une réponse de Normand. C'est assez ambivalent, en fait. Alors, ce qui est sûr, c'est que le sport, et avant tout le football, est l'un des derniers endroits où se fréquentent des publics très très différents, de différentes classes socio-économiques et de différents lieux d'habitat. Il y a les urbains, il y a les périurbains, il y a les ruraux qui convergent vers le grand stade de la région le samedi, le dimanche, pour passer un moment exceptionnellement ensemble. Donc c'est un des derniers lieux rares de la rencontre à travers les différentes couches sociales ou catégories socio-économiques, si vous préférez. De là à attendre du sport qui va résoudre gentiment les problèmes de la société, les gros clivages qui se sont installés et qui sont accentués par la polarisation hystérisante de notre espace médiatique tel qu'il est devenu. Ça, il va pas y arriver. Les JO, l'Euro 2024, je compare ça à des fêtes de famille qui réussissent. On prend une photo, on la colle dans un album, ça fait un super souvenir. Mais c'est déjà tout.
Ça ne va pas résoudre les problèmes qui existent peut-être dans cette famille. Ça ne va pas résoudre les engueulades qui vont ressurvenir à la prochaine fête. C'est comme ça. Mais ces images dans l'album photo de la famille de la nation française ou allemande, c'est important aussi. L'Allemagne a-t-elle trouvé le bon équilibre avec les villes hôtes de cette compétition de football ? 10 villes, 10 stades, mais l'Est un petit peu sous-représenté. En effet, il y a la question des stades de l'Est et de l'Allemagne de l'Est qui a été très peu intégrée à cet Euro. Donc il n'y a que le stade de Leipzig, qui par ailleurs est le stade le plus petit des 10 stades de l'Euro. Mais quand on regarde la carte, je trouve qu'on a quand même une bonne représentativité, c'est-à-dire qu'on a, hormis le centre de l'Allemagne, toutes les grandes régions, toutes les grandes parties de l'Allemagne qui sont représentées. On a le sud avec Stuttgart et la Bavière, avec Munich. On a la Ruhr, donc cette zone industrielle avec les stades de Gelsenkirchen par exemple, et le nord de l'Allemagne qui est représenté. Donc en effet, on aurait pu se poser la question, est-ce qu'on aurait voulu représenter mieux l'Est ? C'est une question tout à fait légitime. Je suis tombé sur une déclaration du vice-président de la Fédération allemande de football qui considérait qu'il y a le stade de Leipzig, mais est-ce que c'était au rôle de cet Euro de régler tous les problèmes structurels de l'Allemagne ? En effet, quand on pose la question comme ça, a priori non, mais l'organisation de l'Euro aurait pu être l'occasion justement de faire encore plus d'actions pour essayer peut-être de réduire ce clivage entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, peut-être en intégrant un autre stade, par exemple celui de Dresde, qui aurait pu être aussi une bonne occasion de rassembler ces deux Allemagnes. Je rappelle que Hanovre, Brême, Kaiserslautern, Mönchengladbach, des hauts lieux du football allemand ne sont pas représentés. Et il ne faut pas oublier que le stade de Leipzig a été construit exprès pour la Coupe du Monde 2006 par les pouvoirs publics, sans club de résidents. Le RB Leipzig a été créé quelques années plus tard pour occuper un stade qui était déjà là pour représenter l'Est pendant la Coupe du Monde 2006. Donc je ne pense pas que les organisateurs aient grand-chose à se reprocher. Donc pas de mauvaise conscience cette fois-ci. Pour conclure, peut-être un mot sur la politique sportive dans son ensemble. Est-ce que la France et l'Allemagne cherchent la même chose avec le sport, Albrecht Sonntag ? Et est-ce que les moyens qui sont mis au service de cette politique sont les mêmes ? Oui, alors on peut effectivement comparer les approches en matière de diplomatie sportive et la comparaison est très simple. La France, elle en a une, elle est très développée, elle est proactive, cette diplomatie sportive. Et elle vise deux grands objectifs, en fait, pour simplifier. D'abord, obtenir un maximum de ce qu'on peut appeler les méga-événements sportifs, dont les JO sont le point culminant. La France, elle a créé un poste d'ambassadeur du sport, donc un diplomate à part entière consacré au rayonnement sportif de la France, ce n'est pas rien, et elle vise aussi à travers ses activités diplomatiques non seulement le prestige qu'on peut peut-être obtenir sur la scène internationale en payant une belle fête à tout le monde de manière très régulière, mais aussi une augmentation de la pratique sportive à l'intérieur, et ça aussi c'est tout à fait louable. En Allemagne c'est moins le cas, c'est plus une politique sportive ad hoc en ce qui concerne les méga-événements. Pour les Jeux Olympiques, il y a aussi une population beaucoup plus réticente et sceptique qui s'est exprimée à plusieurs reprises contre dans des référendums locaux. Par contre, une fois qu'une grande compétition est obtenue, les pouvoirs publics se mettent généralement derrière avec un grand soutien, également pour l'augmentation de la pratique sportive des jeunes notamment, mais aussi pour des questions de prestige. Ça fait partie de la panoplie des actions diplomatiques qu'un État aujourd'hui peut avoir, accueillir le monde ou du moins le continent pour un grand événement. Merci beaucoup Albrecht Sonntag et Baptiste Bouchet. C'est la fin de cet épisode. Léger pas de côté sur l'actualité politique, encore que, vous l'avez entendu. Merci beaucoup à la Fondation Konrad Adenauer pour cette coproduction. Le podcast avec un K revient au plus vite. Abonnez-vous pour ne pas rater notre reprise à la rentrée. Et puis peut-être qu'en fonction des résultats électoraux, on aura un épisode spécial à faire après le deuxième tour. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt. Bis bald.